Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais définir la transphobie comme une position anti-intellectuelle, je vais démontrer en quoi elle est anti-intellectuelle et ce qu'est la transphobie. La transphobie, c'est dire que la transidentité est un concept, alors que c'est une identité, et donc profiter du fait que la transidentité puisse être considérée comme une idée pour avoir des propos qui, dans les faits, nuisent aux personnes transgenres en disant que ça ne nuit seulement au concept de transidentité et pas aux personnes transgenres en elles-mêmes. Alors que nuire au concept de transidentité sans la notion de transidentité qui a été créée par les personnes transgenres pour les personnes transgenres, il n'y a pas de communauté trans, il n'y a pas de personnes transgenres. Comment être une personne transgenre sans concept de transidentité ? En fait, ça veut dire ça veut dire parler différemment de la transidentité et avoir d'autres mots pour désigner un même besoin. Sauf que avoir d'autres mots pour désigner un même besoin, ou rappeler que derrière un mot linguistiquement, il y a un besoin. Ça, c'est une théorie en linguistique qui est développée par Linguisticae, qui est l'opposé de la théorie d'Orwell. Et ça, il faut en parler parce que c'est peut-être c'est un moyen de comprendre la transphobie aussi, parce que en fait, il y a une vision orwellienne de la transidentité qui serait un concept qu'on implémente dans la tête des gens, alors qu'on pourrait opposer la vision opposée d'Orwell qui est que c'est pas un mot pour penser, la transidentité n'est pas un mot pour penser un besoin. La transidentité est un concept créé à cause d'un besoin. C'est-à-dire que c'est dans le sens inverse. Les transphobes pensent que derrière la transidentité, il n'y a pas de besoin et que c'est la transidentité qui crée le besoin. Ce n'est pas la langue qui crée, c'est pas la langue ou le concept qui crée le besoin, c'est le besoin qui crée le concept et c'est ça qu'il faut comprendre. Et la transphobie, l'essentiel de la transphobie, c'est définir la transidentité comme un concept qui crée un besoin au lieu de comprendre la transidentité comme un mot mis sur un besoin. Ce qui n'est pas la même chose du tout. Et ce qui n'a pas les mêmes implications du tout. Et c'est considérer la transidentité uniquement à travers le paradigme du fondement infini. C'est-à-dire voir en la transidentité un fondement marketing, un fondement de ou un fondement culturel pour pouvoir dénier les besoins réels et les conditions matérielles d'existence des personnes transgenres. Quoi de mieux que pour nier les conditions matérielles d'une partie de la population que de dire que leurs conditions matérielles ont été créées par leur choix et par des génies du marketing. Dit comme ça paraît ridicule, mais c'est vraiment l'idée derrière l'argument. C'est-à-dire que l'idée, c'est de dire que c'est un mot pour la transidentité. Ce qui est transphobe, c'est de dire que la transidentité est un concept créé pour mettre des besoins artificiels dans la tête des gens, alors que c'est l'inverse. C'est un mot qui a été créé pour décrire un besoin qui existerait même sans ce mot, mais qui aurait juste un autre mot pour décrire ce besoin. Et c'est ce qu'on voit à travers toutes les cultures du monde. Donc c'est ça essentiellement la transphobie. Je vais démontrer pourquoi c'est anti-intellectuel. Parce que... Donc je vais prendre la métaphore de l'habit fait le moine. Donc si l'habit fait le moine, ça veut dire que l'apparence fait de l'essence. Donc l'expression de genre, l'apparence fait l'identité de genre. Alors, dire que le sexe c'est l'habit du genre, ça veut dire que le sexe c'est l'essence, c'est l'apparence, c'est l'expression de genre qui fait l'identité de genre. C'est la position TERF transphobe. C'est dire le sexe et l'habit du genre, c'est jouer sur la confusion. Déjà, jouer sur la confusion culture-nature. Ramener les femmes à leur corps et donc essentialiser les femmes. Donc c'est revenir sur les acquis de la 3e vague de féministes, alors qu'on est dans la 4e vague. Donc c'est déjà une régression, vu qu'on réfie le corps comme la définition de la féminité. Donc ça a été prouvé que c'est une régression sur les acquis de la 3e vague de féminisme, alors qu'on est aujourd'hui dans la 4e vague de féminisme. Donc déjà, c'est une régression basée sur un faux dilemme. La culture qu'on oppose à la nature et qu'on tente à
confondre en réifiant le sexe en nouvelle valeur culturelle, alors que la culture est une seconde peau pour l'homme, et donc toutes les cultures doivent être respectées, quand bien même la transidentité serait une culture. Et donc, c'est un faux dilemme, parce que pourquoi devoir choisir entre la culture et la nature quand on pourrait accepter la coexistence de la culture et de la nature et l'interaction entre la culture et la nature, comme ce qui a été décrit dans le livre Qui a peur du genre de Judith Butler. Il existe une co-construction entre le sexe et le genre, et l'homme est toujours 100% nature, 100% culture. On peut même dire que la culture est la seconde nature de l'homme. Et donc en disant la culture est la seconde nature de l'homme, on peut dire que ne pas respecter la culture des hommes, puisque la culture est la seconde nature des hommes, alors c'est dépouiller un homme. C'est enlever la seconde peau d'un homme, que de ne pas respecter sa culture. Et donc ça permet de dire que même si on pense la transidentité comme quelque chose de culturel, est-ce que c'est une raison en soi pour ne pas la respecter ? Non. Et donc une fois qu'on a dit ça, il faut dire que l'habit, donc je vais expliquer, l'habit ne fait pas le moine, ça veut dire que l'essence n'est pas dictée par l'apparence ne fait pas l'essence, ça suppose la fluidité de l'expression de genre et de l'identité de genre. Voilà, oui, ça suppose que la fluidité de l'identité de genre n'est pas définie par l'expression de genre, mais en plus, l'identité de genre et l'expression de genre peuvent être fluides et évoluer ensemble. Ça dépend de l'autodétermination et donc d'une volonté consciente des personnes transgenres et gender fluides. Donc gender fluide, c'est ça, c'est l'idée que l'identité de genre change, et avec l'expression de genre et les accords et les pronoms utilisés par la personne, et dans le temps. Et donc, une fois qu'on a posé le postulat que... Parce qu'en fait, le problème de poser le postulat que le sexe fige l'expression de genre et le genre, ça revient à dire que la transidentité et la non-binarité sont impossibles, ce qui est éminemment transphobe. Dire que la transidentité est impossible, c'est non seulement c'est transphobe, et c'est aussi un mensonge. C'est nier l'existence même des personnes transgenres en disant les personnes transgenres ne sont pas vraiment transgenres parce que c'est impossible d'être transgenre. C'est un sophisme qui nie l'existence des personnes transgenres pour invalider leur identité en supposant que la transidentité est impossible. Et donc, on voit bien que c'est anti-intellectualiste parce que c'est penser la transidentité comme impossible. L'argumentaire l'habit fait le moine. C'est penser la transidentité comme impossible par nature et ne pas écouter de contre-arguments. Donc c'est anti-intellectuel parce qu'on ne peut pas confronter l'habit fait le moine à l'habit ne fait pas le moine. Surtout quand on dit, je vous laisse voir la vidéo de Paduring, quand les TERF disent les femmes transgenres doivent rester à leur place, ça sous-entend arrêter de contre-argumenter, arrêter d'être bruyantes. Et pourtant, il y a des TERF qui disent ça, je ne les citerai pas, allez voir la chaîne de Paduring, qui a fait un très bon travail là-dessus. Les TERF, c'est une position anti-intellectuelle parce que la pensée TERF ne laisse pas la place à la contradiction, puisqu'il faut que les personnes trans, les femmes trans, restent à leur place. Donc si on reste à leur place, c'est de l'intimidation. Dire à quelqu'un reste à ta place, c'est de l'intimidation. C'est du cisplaining de la part des TERF. Et ça sous-entend que l'argumentaire TERF n'accepte pas la contradiction. Donc qui sont les intolérants ? Ceux qui essaient d'amener de la contradiction au débat, même s'ils sont en minorité, ou ceux qui ne tolèrent pas la contradiction et qui maintiennent une position anti-intellectuelle qui est que l'habit fait le moine et que dire que l'habit ne fait pas le moine,
ça ne peut pas être défendu. Parce que ce serait faire l'apologie d'une idéologie. Parce que c'est ça quand même l'idée. C'est dire l'habit ne fait pas le moine, dire la transidentité est possible, ce serait dans la tête des terres faire l'apologie d'une idéologie qui serait néfaste puisqu'elle ne répondrait pas à un vrai besoin, à un besoin réel. Et l'idée c'est de nier en fait le besoin réel des personnes trans d'effectuer une transition de genre pour pouvoir être transphobe en toute légitimité. Puisque s'il n'y a pas de besoin derrière la transition de genre, alors ça ne sert à rien de transitionner. C'est un argument logique, mais qui ne repose sur aucune évidence. Au contraire, si on lit, si on va regarder du côté de la science, donc il y a des chercheurs trans notamment qui font un très bon travail, ou les gender studies. Il suffit d'ouvrir les gender studies. D'ailleurs, c'est comme ça que il y a des transphobes, je dirais pas qui. Enfin, il y a un transphobe qui est devenu trans-friendly suite à sa lecture des gender studies. Et donc, ça prouve bien que les gender studies, si elles arrivent à avoir cette capacité de convaincre et de faire changer quelqu'un de côté, ça veut dire que il y a une logique consistante derrière les gender studies. Mais donc, on voit bien que les vrais intolérants, ce sont peut-être ceux. Donc, on voit bien que c'est de l'anti-intellectualisme. Puisque si on peut pas, s'il n'y a pas de débat des idées, il n'y a pas de progression intellectuelle. C'est là où je voulais en venir. Et donc, quand les TERF disent aux femmes trans de rester à leur place, ça prouve bien qu'elles pensent que leurs positions n'ont pas le droit à la contradiction. Et en parallèle, elles se posent en victimes censurées. C'est ce qu'on voit souvent. Donc la question c'est qui sont les véritables intolérants? Ceux qui essaient de protéger leurs droits, ceux qui essaient de protéger même plus que leurs droits, leur vie, le fait de, par exemple, de pouvoir vivre comme tout le monde tout simplement, dans tous les aspects du quotidien, parce que la transphobie, ça a un impact sur le quotidien concret des personnes trans. Il suffit d'écouter des personnes concernées qui sont américaines pour comprendre comment ça impacte concrètement la vie des personnes trans. La transphobie, c'est pas quelque chose d'abstrait. Très concrètement, ça rend la vie des personnes trans invivable. Et donc, une fois qu'on a cette définition-là, je vais essayer de revenir un peu à concrètement pourquoi c'est important de définir la transphobie. Et pourquoi c'est important de pouvoir identifier la transphobie? Parce que ça permet en fait d'avoir un esprit critique et de comprendre les tenants et les aboutissants des propos qu'on dit. Et je sais que c'est compliqué, c'est compliqué d'identifier la transphobie pour plusieurs raisons. Mais c'est important de l'identifier parce que si on n'identifie pas la transphobie, on joue le jeu des intolérants qui confondent, qui créent des paniques morales en confondant des problèmes réels avec leurs propres peurs et fantasmes. Bah oui, après tout, qui serait insensible à la rhétorique de vouloir protéger les femmes et les enfants? Personne. Pourtant, c'est l'appel aux émotions qu'elles utilisent, mais qu'en est-il de la réalité? Ils ne protègent pas les enfants. Pourquoi? Parce que qui soigne les enfants queer? C'est le titre d'un article dans Libération, vous pouvez aller le voir, et c'est la vraie question qu'on se pose. Qui soigne les enfants queer? Qui soigne les personnes trans? Bah personne, vu que on cherche à protéger les enfants cis, pas les enfants trans. Les enfants trans, au contraire, on leur empêche d'accéder aux soins d'affirmation de genre dont ils ont besoin. Et est-ce que empêcher des enfants d'accéder aux soins dont ils ont besoin, c'est réellement protéger les enfants? Non, je ne pense pas. Est-ce qu'empêcher les femmes d'accéder aux soins dont elles ont besoin, c'est vraiment protéger les femmes? Non. Pourtant, il y a des femmes qu'on empêche d'accéder aux soins dont elles ont besoin parce que ce sont des femmes transgenres.
Et donc, ça pose des questions. Parce que c'est hypocrite d'utiliser les femmes et les enfants comme épouvantail pour derrière trahir une partie de ces femmes et de ces enfants parce qu'ils représentent une minorité. C'est d'une malhonnêteté intellectuelle sans nom. Et ça prouve bien que les femmes trans sont discriminées parce qu'elles sont trans. Vu que ce sont les seules femmes auxquelles on refuse un accès à des soins dont elles ont besoin. Pourquoi ? Parce qu'elles sont trans. Et c'est censé être choquant quand on dit qu'on protège les femmes, mais en même temps on empêche à certaines femmes, parce qu'elles sont trans, d'accéder aux soins dont elles ont besoin. C'est contradictoire. Et donc, ça amène à poser la question d'une vraie sororité dans les milieux féministes où il n'y aurait pas d'opposition cis-trans et où, en fait, on regarderait plutôt les vécus des personnes concernées. C'est-à-dire que, en fait, toutes les femmes vivent le sexisme, donc toutes les femmes devraient être... Donc la sororité ne devrait pas avoir de fracture cis-trans, vu que les femmes cis comme les femmes trans subissent de la misogynie, même si c'est croisé avec de la transphobie. C'est là où je veux en venir. Et du coup, au lieu de définir les femmes comme... On peut avoir une définition sociologique du genre, et pourquoi cette définition sociologique du genre, elle est beaucoup plus utile, parce qu'elle permet de présenter donc toutes les oppressions vécues par les femmes dans la réalité et dans la fiction. J'ai fait une définition marxiste un peu intersectionnelle. Être une femme, c'est subir des temps partiels, des inégalités salariales, un plafond de verre, des violences sexistes et sexuelles. Être, dans la fiction, un outil scénaristique ayant pour finalité soit d'être un soutien pour les hommes, soit de se sacrifier pour les hommes, soit d'être purement et simplement effacé de la diégèse au profit des hommes. Et donc pour créer cette définition, donc je me suis basée sur les vidéos qui ont été faites sur Jujutsu Kaisen pour la partie dans la fiction, et le reste, c'est ce que la sociologie dit. Donc en gros, il faut avoir une vision marxiste du féminisme, et parfois même transmarxiste, et regarder concrètement les temps partiels, les inégalités salariales, et les plafonds de verre, et les conditions matérielles d'existence, plutôt que le corps des femmes. C'est parce que si on regarde le corps des femmes et qu'on réifie le corps des femmes en féminité universelle, on loupe en fait les conditions matérielles d'existence et le féminisme marxiste en fait. Et c'est passé à côté du matérialisme, tout simplement. L'essentialisme, c'est passé à côté du matérialisme. Et donc, la question c'est, du coup, une fois qu'on a dit ça, qu'on a dit que le marxisme, le matérialisme, c'était important et qu'il fallait pas... et qu'on a dit que l'essentialisme, c'était vraiment une régression. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et là, du coup, notamment, je vais aller... Qu'est-ce qu'on fait concrètement dans la fiction ? Bah déjà, il faut plus de représentation dans la fiction parce que la représentation, ça a un impact vraiment. Donc comme je l'ai dit, la représentation, c'est un enjeu de santé mentale si on considère la fonction pascalienne de la fiction. Donc je ne vais pas revenir là-dessus. Ce que je peux dire, c'est que savoir identifier la transphobie dans la fiction, ça permet des meilleures représentations de meilleure qualité. Ça permet que le consommateur, il sache ce qu'il achète. Parce que concrètement, aux jeux vidéo où il y a des choses violentes et où il y a des choses... en fait, dans les jeux vidéo, il y a au dos de la boîte, il y a des trigger warnings pour le sexisme. Le problème, c'est qu'avec la logique fanfiction du trigger warning, il n'y a plus de conscientisation par le lecteur des propos problématiques qu'il y a dans les œuvres. Et donc, on perd de l'esprit critique. C'est pour ça qu'il faut savoir identifier la transphobie, qu'il faut avoir une autre définition de la féminité. Et donc, c'est pour ça qu'il faut avoir une vision matérialiste des discours
transphobe, matérialiste, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi matérialiste? Quand on parle de discours, ça veut dire que les mots, c'est un matériel, enfin c'est un vecteur, c'est comme un... Il faut imaginer les mots comme des wagons pour véhiculer des idées transphobes, des idéologies transphobes. Et donc si on sait reconnaître les wagons et le contenu du wagon, et qu'on sait faire preuve d'esprit critique, on peut demander à ce que on enlève le contenu du wagon, à ce qu'on enlève la transphobie des œuvres, ou alors qu'on la conscientise et qu'on la critique. Enfin, ça, en fait, ça permet d'être critique des auteurs et de permettre... En fait, ça permet, si les lecteurs, ils sont conscients des enjeux matérialisme du féminisme et de la transmisogynie qu'il peut y avoir derrière, ça permet de sortir, au lieu d'être dans une logique purement de chacun défend sa chapelle et d'identitaire, ça permet une vraie sororité pour débusquer des biais misogynes ou transmisogynes et du coup aider toutes les femmes en faisant des retours constructifs aux auteurs qui ne se rendent pas forcément compte de leur bien conscient et leur permettre d'évoluer en tant que personne et en tant qu'auteur, si tant est que les auteurs de fiction écoutent les retours qu'on leur fait. Et du coup, ça permet d'avancer pour ne pas y avoir ce qui s'est passé dans Jujutsu Kaisen. Et du coup, je vais parler de JJK un peu. Donc, Nobara, il y a plein de choses. Je vous conseille la vidéo All the Jujutsu Kaisen Let Down is entire from my cast. Donc, c'est une vidéo par Esper. Et Jujutsu Kaisen is feeling is from my character. Donc, c'est un article du CBR. Donc, Comic Book Resource. C'est écrit par Laurent Tidams. Donc, j'ai fait des recherches. Donc, c'est une journalist graduate in English language. Donc, elle est diplômée en anglais de la Wiltshire, England. Donc, en gros, c'est une journaliste diplômée en langue. Donc, elle a un diplôme. Donc, c'est pas n'importe qui qui a parlé du casting de Jujutsu Kaisen où toutes les femmes cis, bizarrement, elles se font tuer. Et donc, par exemple, pointer les biais de JJ Akutami, c'est l'auteur de Jujutsu Kaisen, ça permet de protéger les femmes cis, mais aussi les femmes trans et leur représentation LGBT dans l'œuvre, qui peut se compter sur les droits d'une main. Il y a Megumin qui est implicitement pansexuel et il y a 2 personnages qui sont explicitement lesbiennes, mais c'est tout, ça fait 3 personnages. En plus du traitement des personnages féminins, on peut questionner certaines choses quand même. On peut questionner la représentation. Et ça permet de mettre, ça permet de faire évoluer la fiction dans le bon sens pour le consommateur d'être conscient de ce qu'il consomme, même si il faut agir aussi du côté des auteurs et les former sur les enjeux de la diversité. Ou alors il faut que les auteurs ils se renseignent sur un sujet et qu'ils ne parlent pas sur un sujet sans savoir. Parce que dire que seules les personnes concernées peuvent parler d'un sujet, c'est contre-productif. Mais il faudrait dire que les auteurs qui veulent parler d'un sujet, la moindre des choses, c'est de se renseigner avant. Ça paraît évident, mais il y a les auteurs qui ne le font pas. Donc il faut que les auteurs y travaillent aussi peut-être sur... Le problème, c'est que les biais transphobes et misogynes, ça reste des biais cognitifs. Et les biais cognitifs, on ne peut pas les identifier seuls. Et qu'est-ce que c'est qu'un biais cognitif ? C'est penser... C'est en gros, c'est des stéréotypes du cerveau, quoi. C'est laisser son cerveau être en phase de travail au lieu de réfléchir vraiment à l'histoire qu'on écrit. C'est un peu ça. Moi, c'est comme ça que je le vois dans le contexte de la fiction. Et donc, je vais peut-être reprendre la définition et voir en quoi c'est problématique. Voir en quoi la définition, elle est éclairante. Parce que ça prend tous les enjeux du féminisme, c'est-à-dire être une femme, c'est subir des temps partiels, des inégalités salariales, un plafond de verre, des violences sexistes et sexuelles, être dans la fiction un outil scénaristique ayant pour finalité soit d'être un soutien pour les hommes, soit de se sacrifier pour les hommes, soit d'être purement et simplement effacé de la diégèse au profit des hommes. Donc ça veut dire quoi, effacer de la diégèse ? Ça veut dire effacer de l'histoire au profit des personnages masculins, au profit des hommes. En fait, ça sous-entend, c'est une objectification de la femme qui serait un outil scénaristique, donc un outil, un soutien, un outil qui est là, ce serait une béquille pour les hommes, un bouclier pour les hommes,
Donc un soutien, une béquille pour les hommes, un bouclier pour les hommes, ou un Deus Ex Machina pour les hommes ou un Joker pour les hommes. C'est-à-dire que s'ils sont sur le point de mourir, sacrifice, et puis c'est réglé. Sacrifice d'une femme, et puis c'est réglé. Donc effacer, ça veut dire que, en gros, dans la DZ, le personnage, il est évincé sans véritable raison scénaristique. Bah, c'est ce qui s'est passé avec Nobara, justement, dans Jujutsu Kaisen. Et donc ça veut dire que les femmes, elles doivent se sacrifier. Elles doivent soutenir les hommes comme une béquille quand ils en ont besoin. Mais quand les hommes, ils n'ont pas besoin de béquille, c'est un peu... Oui, quand les hommes, ils n'ont pas besoin de béquille, il y a des relents de validisme mélangés à la misogynie, peut-être. Parce que ça s'entend qu'un homme valide n'a pas besoin des femmes, donc c'est un peu validiste. Mais bon, là, je vais un peu loin dans la métaphore de la béquille. Donc, soit être une béquille, soit être un bouclier, soit être purement simplement un Deus Ex Machina, voire un Joker. Donc, c'est un outil pour mettre en valeur les hommes et surtout empêcher les hommes de disparaître de la diésèse, globalement. Donc, la diésèse, c'est quoi ? C'est le monde du récit. Et du coup, c'est corroboré par des artistes et des études. DDGcast, Femalcast, Push the Envelope. Donc, il y a une vidéo par Asara aussi, HS, que je vous conseille. Donc, ça prouve que quand j'ai fait cette définition, j'ai fait des recherches, j'ai regroupé toutes les recherches en sociologie, en économie. Donc, il y a un point de vue marxiste. Il y a aussi toute la sociologie des médias et c'est le condensé. Et ça permet de mieux voir les difficultés que les femmes elles ont dans le monde plutôt que de les réduire à leur corps. Parce que des chromosomes, ça dit rien sur ce que vit une femme. Ça paraît basique, mais j'aimerais le rappeler, ça pourrait être un slogan. Des chromosomes ne disent rien sur mes chromosomes ne disent rien sur mon quotidien. Bah oui. Parce que quand on regarde des chromosomes, on ne peut pas comprendre le harcèlement sexuel que vit une femme en regardant ses chromosomes. Ça paraît évident, mais je pense que c'est bien de le rappeler. Donc on ne peut pas avoir des politiques basées que sur la santé sexuelle des femmes quand les femmes font face à des problèmes sociaux. Parce que les problèmes sociaux ne sont pas des problèmes de santé, ils ne vont pas se régler par des politiques de santé publique. Ça paraît logique. Parce que, en fait, dire le contraire, ce serait dire que une personne qui harcèle une femme dans le métro, elle regarde ses chromosomes avant de la harceler, ce qui est totalement faux. Donc, je vais laisser là-dessus et espérer que cette vidéo fasse réfléchir les personnes sur leur intolérance. Et c'est très important, en fait, de réfléchir sur son intolérance. Pourquoi ? Parce que ça permet d'avoir un esprit critique et donc d'avoir des fictions de meilleure qualité. Parce que les fictions, elles ont plus seulement un propos social, elles sont conscientes des inégalités. En fait, bon, ça revient à faire de la fiction woke. Mais est-ce que c'est si mal que ça ? Si woke, ça veut dire protéger les femmes. Toutes les femmes. Est-ce que être woke, c'est si mal que ça ? Je ne crois pas. Je vais vous laisser là-dessus.